Bien. Je vous jure que je ne ferai pas plus de 45 minutes comme d'habitude. Je voudrais tout d'abord dire à Bertrand Bélanger, le président du département de Seine-Maritime, que je suis très heureux qu'il soit là, parce que si on oubliait un Normand, ça n'irait pas. Et je voudrais aussi saluer le président de la communauté d'agglomération de Cotentin, David Marguerite, qui fait un boulot formidable au sein d'une région qui connaît un développement, un essor absolument extraordinaire. Je vous rappelle à celles et ceux qui l'auraient oublié que désormais, il n'y a plus aucun doute sur la qualité du beurre normand, puisque Madonna a déclaré que c'était le meilleur beurre du monde. Et donc, ne l'oubliez pas. Bien. Je voudrais simplement vous dire qu'on pourrait faire un tonnerre d'applaudissements à Thomas Elexhauser parce que c'est lui qui a eu cette idée. En me disant, écoute, dans cette période si difficile, dans cette sinistrose dans laquelle nous sommes globalement, au moins, ça fait 15 ans que nous avons créé ce parti. On a connu différents aléas, hein, mon cher Hervé, mais au bout du compte, on forme une bande de copains. Et Christian, toi qui as si longtemps été dans les destinées de ta formation politique, c'est tellement précieux d'avoir des amis et des potes et des personnes sur qui tu peux compter, quoi qu'il arrive, même dans les périodes les plus difficiles. Et donc, c'est d'abord et avant tout la fête des potes. Alors, ils ne sont pas tous nouveaux centres. Je ne crois pas que Gérard Larcher soit nouveau centre. Pas encore. C'est très nouveau. Je ne crois pas que Jean-Louis ou Hervé le soient aussi, mais il n'empêche. Le critère d'invitation était simple. Des femmes et des hommes qu'on a envie de voir et avec qui on a envie de boire un coup. Voilà. Et Jean-Louis me fait observer que ça lui va assez bien comme programme politique. Et donc, juste vous dire que 2 ou 3 choses. Au-delà du fait et du plaisir de nous revoir ou de partager ce moment, l'idée c'est que je voudrais simplement vous faire partager ma perception des choses vues de ma Normandie, puisque je suis rarement à Paris, je ne suis pas dans la confrontation et l'agitation parlementaire qu'on connaît tous. La salle des 4 colonnes, c'est loin et je suis heureux pour moi que ce soit loin. Mais je voudrais simplement vous faire observer 2 ou 3 choses. Je le disais tout à l'heure, puisque nous renouvellions nos instances au Conseil national, c'est que nous sommes tous de la famille de la droite et du centre-droit, ici. On nous considère en général comme étant sur un déclin irrémédiable, ou on nous considère comme étant, grosso modo, coincés entre le Rassemblement national et la gauche. Moi, je reste, mesdames et messieurs, archi convaincu qu'il y a la possibilité de pouvoir demain apparaître comme une expression politique incarnant une alternative. J'en suis intimement convaincu. Je veux vous rappeler simplement que lors de la campagne présidentielle précédente, en décembre, un sondage a donné notre candidate devant le président de la République sortant. Et je voudrais vous faire partager l'idée qu'il y a en France des femmes et des hommes qui ont envie d'avoir une économie de marché régulée, qui ont le souhait d'avoir une construction européenne qui marche, mais qui sont attachés à la construction européenne et qui souhaitent bâtir un modèle dans lequel l'humanisme a du sens. C'est cela la volonté partagée par probablement 30 ou 40% de nos compatriotes. Et donc la question qui se pose pour nous, ce n'est pas tellement le fait
qu'il n'existerait plus ces Français auxquels on pourrait s'adresser. La question, c'est celle de son incarnation. Moi, je suis intimement convaincu que le moment venu, le jour où nous aurons un homme ou une femme ou un homme, je parle sous le contrôle de Véronique Louwagie, donc je fais attention, d'une femme ou d'un homme qui pourra et saura incarner cette expression politique, nous aurons tout à fait la possibilité d'apparaître à nouveau comme une alternative et une alternance possible. Je ne suis absolument pas désespéré de la situation, contrairement à ce qu'on veut nous écrire matin, midi et soir dans les colonnes des journaux. Il y a un énorme travail de réflexion, de construction, de renouvellement, parce que ne nous cachons pas, depuis Nicolas Sarkozy, globalement, on n'a pas beaucoup changé de discours. Et en fait, nous avons besoin de renouveler d'autant plus notre pensée que la France a tellement évolué. Il y a de tels enjeux aujourd'hui qui n'étaient pas les mêmes il y a 15 ou 20 ans. Et donc, me semble-t-il, si nous faisons l'effort de reconstruction de la pensée, de modernisation, de sortir simplement des mécanismes réflexes ou des expressions qui sont toujours les mêmes, eh bien, je suis persuadé qu'il y a pour nous la possibilité d'incarner une expression politique crédible. Elle existe bien au Sénat. Pourquoi ne serions-nous pas capables de pouvoir, là aussi, bâtir une expression solidaire et unie à l'Assemblée nationale, avec un groupe parlementaire suffisamment soudé et uni pour pouvoir le faire? Et j'ajoute par ailleurs que dans ce schéma qu'on nous donne mortifère, on oublie un élément fondamental. C'est que le président de la République est sortant et définitivement sortant. Et que donc cet électorat qui est le nôtre, il ne sera pas captif. Il n'y a pas quelqu'un qui sera le sortant, et ce sera en quelque sorte la redistribution des cartes. Et à partir de là, ça change quand même beaucoup la donne, parce que les électeurs qui aujourd'hui votent Emmanuel Macron ou En Marche, ce sont pour la plupart nos électeurs. Et donc on a là, je crois, le droit d'avoir de l'espoir à partir du moment où on veut bien bâtir une expression politique crédible et sérieuse. Moi, je vois au moins deux sujets sur lesquels nous nous retrouvons tous. Le premier, c'est comment rebâtir l'unité du pays. Moi, c'est quelque chose qui m'obsède quasiment au quotidien. Qu'est-ce qui peut faire lien? Qu'est-ce qui peut faire nation? On a consacré, avec David Lisnard, une journée entière à recevoir des sociologues, des philosophes sur cette question. On a à peu près toujours la même solution. L'ordre, la loi, l'autorité, l'école. Mais on voit bien qu'au-delà de cela, c'est d'abord et avant tout la capacité d'exprimer un cap, de redonner du sens à ce qu'on veut pour le pays. Je ne vais pas faire de l'antimacronisme parce que si je parle là-dessus, je vais y être pendant 20 minutes. Et que je sais que certains d'entre vous ont de l'attachement pour lui. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est le sentiment d'avoir face à moi un président de la République qui est comme les mauvais arbitres qui fait constamment dans la compensation. Je joue une carte et j'en joue une autre. Je m'exprime non pas aux Français, je m'exprime à des niches ou des catégories de Français. Et puis quand je parle d'entreprise un jour, le lendemain, je vais parler d'un sujet social, etc., etc. Tout en distribuant toutes les semaines des milliards d'euros que nous n'avons pas. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est que sur chaque grand sujet, il n'y a jamais l'expression d'une ligne directrice et qui est permanente et continue. Le pire ayant été l'expression de la France sur la crise israélo-palestinienne. L'idée d'une communauté internationale intervenant à Gaza était d'une bêtise sans nom parce que ça n'a aucun sens. Et puis, des gestes qu'il aurait dû faire, comme celle d'être présent aux côtés du président de l'Assemblée nationale et du Sénat
le jour de la manifestation. Et puis après, on essaie de contrebalancer par une autre maladresse. La dernière en date étant celle de Hanouka, qui n'avait pas sa place à l'Élysée. Et donc on a un président de la République qui ne donne plus de cap et de sens et de direction au pays. Et avec une politique étrangère qui, honnêtement, est terrible. Il a fait une tournée en Afrique il y a 2 ans, où il a donné des leçons aux chefs d'État et de gouvernement pour, au bout du compte, nous faire virer de la plupart des pays africains. Il essaie de rentrer dans un dialogue impossible avec l'Algérie, au point de nous fâcher définitivement avec les Marocains, qui ont toujours été nos amis les plus proches. J'étais à Bruxelles il y a quelques jours, j'ai rencontré un certain nombre de dirigeants de la Commission européenne qui me disaient « mais quand la France s'exprime à travers de belles envolées européennes auxquelles nous pourrions souscrire, le discours de la Sorbonne, le discours du Panthéon, ça ne correspond au bout du compte à aucune volonté partagée et que la France ne peut pas donner la leçon sur ce que nous voulons pour l'Europe quand on se retrouve en vérité à 27. Et donc, très franchement, je crois que la première chose qu'il nous faudra pour essayer de retrouver cette unité, c'est bien sûr de l'autorité, de l'ordre, de faire en sorte que la loi s'applique non seulement aux plus faibles, mais aussi à ceux qui sont les plus dangereux et les plus inquiétants, et faire en sorte que l'école retrouve la place qui est la sienne. Et très franchement, je trouve que jusqu'alors, le ministre de l'Éducation nationale fait plutôt un sans faute dans sa capacité et son expression. Après, il faut faire, c'est autre chose, face à un conservatisme extraordinaire, mais au moins, les gestes sont posés. Et puis, il y a un deuxième thème, un deuxième sujet sur lequel on nous attend tous, c'est celui de la liberté. Nos compatriotes ne supportent plus ces prélèvements obligatoires confiscatoires, ne supportent plus l'idée que ceux qui veulent entreprendre sont face à la politique du CERFA, sont face à la DREAL, sont face à des organisations qui font qu'il nous faut des années pour sortir la moindre chose. On nous annonce chaque année des simplifications qui n'existent pas. Quand on crée les zones industrielles clés en main, elles sont tellement clés en main que lorsqu'un chef d'entreprise arrive pour s'installer, on nous redemande une étude 4 saisons. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas clé en main. Et tout est ainsi. Et donc je pense qu'il y a une vraie aspiration à la liberté, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et puis enfin, mesdames et messieurs, je termine par cela, tout cela ne sera possible que par une refonte profonde de nos institutions. Ce sont les libertés locales, bien entendu. C'est tout de même assez incroyable de constater que la France est le seul pays qui n'a pas emprunté ce chemin pour être capable d'innover, d'expérimenter, d'agir. La question des libertés locales, ça devrait être notre sujet, un de nos marqueurs majeurs. Moi, j'ai été heureux de constater dans le sondage paru dans Le Point la semaine dernière que les Normands étaient plus attachés, j'ai du mal à le dire tellement ça me fait de la peine au bout du compte, plus attachés à la Normandie qu'à la France. Mais quand je me dis donc que ça veut dire que la région est reconnue, mais en même temps me dire que les Normands aujourd'hui sont plus attachés à leur région qu'à son pays, ça me pose quand même un problème. Mais ça veut dire au moins que les régions, comme les autres collectivités locales, sont reconnues comme des acteurs capables d'agir et de porter une partie de la transformation du pays. Et puis, dernier sujet qui méritera d'être posé sur la table, pardon, alors là, on a peut-être des différences, c'est la question institutionnelle. J'ai été, mon cher Gérard, un des seuls parlementaires à voter contre le quinquennat. Eh bien, je ne le regrette pas du tout. Alors certes, on aurait eu Hollande pendant 7 ans. Mais le quinquennat avec l'inversion du calendrier, c'est une catastrophe. Une catastrophe pour bâtir des majorités d'idées. J'ai eu souvent cette conversation avec Véronique et Jérôme. Quand l'ancien président de la République appelait éventuellement à la constitution d'une majorité large, je disais, je me souviens d'avoir une longue conversation avec toi, Véronique, un matin. Je disais, mais comment tu peux, un tant soit peu, considérer que tu vas rentrer dans une coalition large
alors que tu viens d'être élu il y a 15 jours ou 3 semaines en étant opposé au président de la République ou à la majorité du président de la République. Et donc c'est impossible à faire. Donc on a besoin de modifier le mode électoral, au moins en partie pour les parlementaires, même si quand on a des très bons parlementaires sur des circonscriptions, on est content de les avoir. Mais deuxièmement, vous voyez bien qu'on a un système institutionnel qui empêche la création de cette unité, de cet élan, et qu'on a besoin de sortir de ce modèle qui est un modèle tellement concentré. Moi, j'ai été frappé le jour, le chasseur que je suis, ait pu constater que le président de la République avait passé une demi-journée avec les fédérations de chasseurs pour déterminer le prix du permis de chasser. Quand vous voyez désormais que toutes les annonces, toutes sans exception, même dans le détail, sont toutes des annonces et des discours du président de la République. Il n'y a plus rien qui existe, sauf le chef de l'État dans une espèce pour dire un mot violent, mais voilà, on est dans un narcissisme qui fait fonction d'expression politique. Et donc là, mesdames et messieurs, très clairement, cette Ve République telle qu'elle est écrite, elle est source d'impuissance politique. Parce qu'au bout du compte, la question centrale, c'est celle de la capacité de l'action politique de pouvoir à nouveau agir, de pouvoir être capable de porter une partie de la transformation. Parce qu'au bout du compte, si vous voulez bien réfléchir, il y a des tas de sujets où on nous dit « mais vous n'y pouvez plus rien, les puissances de l'argent sont plus fortes que vous ». Mais non, il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a que nous. Si la justice ne marche pas, ce n'est pas à cause des puissances de l'argent. Quand l'école ne marche pas, ce n'est pas à cause des puissances de l'argent. Quand l'action politique est impuissante sur des gestions et de l'aménagement du territoire, ce n'est pas à cause des puissances de l'argent, c'est parce qu'on a créé un modèle qui rend l'impuissance. Et donc on a là toute une série de sujets qui sont des sujets sur lesquels on est tous unanimement conscients qu'il y a à porter un nouveau message, à bâtir un nouveau discours et surtout de trouver le moment de l'incarnation. Et là, je m'adresse à ceux qui ont des responsabilités politiques nationales importantes. Il y aura pour nous un moment de vérité. C'est que même si on sait desserrer l'étau, même si au bout du compte, il y a des Français auxquels on peut retrouver crédit, il faudra bâtir un système politique et une formation et la constitution d'un ensemble capable de désigner une seule personne. Parce que si nous n'avons pas, au bout du compte, une femme ou un homme capable d'incarner ce que nous sommes tous, et que nous partons divisés dans 3 ans, alors là, nous vivrons probablement un moment de souffrance absolue. Et comme nous ne le souhaitons pas, et comme nous avons envie encore de pouvoir faire la fête, eh bien, je vous invite à tous nous retrouver, nous rassembler et à bâtir ensemble cette maison qui nous permettra de retrouver l'espoir de la victoire. Je vous remercie.